Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette journée de présentation pouce carré avec la thématique de la francisation. Je m'appelle Anne-Marie Fortin. Je vais être votre formatrice, accompagnatrice aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter brièvement, vous expliquer qui je suis. Des gens parmi nous qui peut-être ne sont pas habitués à nos présentations. Je vois aussi qu'on a des habitués, là, des personnes qui nous connaissent bien, qui sont là d'année en année. Merci d'être fidèles. Donc, et ensuite, on va commencer. En première partie, ce matin, on a la présentation de la maison d'édition, des maisons d'édition du groupe Héritage. Ensuite, en deuxième partie, on va découvrir les maisons d'édition, la maison d'édition Apprentissage illimité. On sera en compagnie de Carole Frenette-Gagné. Et cet après-midi, on aura deux autres maisons, La Montagne Secrète, suivie en fait d'une présentation d'une plateforme, Les As de l'Info. Et cet avant-midi, en première partie, je viens de voir une autrice se connecter qui sera parmi nous pour vous parler de ses publications. Alors, je vous la présente. Je dis ça comme pour vous donner un avant-goût et je vous la présente dans quelques instants. Alors, ben voilà, je vous disais que je suis Anne-Marie Fortin, je suis la fondatrice de la compagnie Pouce Carré. Pouce Carré, c'est une compagnie que j'ai fondée en 2022, donc tout début de l'année 2022. On va avoir là, 2 ans très bientôt. Et Pouce Carré, en fait, c'est une compagnie que j'ai fondée avec l'objectif d'établir des occasions de rencontre entre le milieu du livre et les milieux pédagogiques institutionnels partout au Canada. Ça fait 18 ans que je suis dans le milieu du livre. Bientôt, il va falloir que je change de chiffre, là. Ça fait presque 20 ans maintenant que je suis dans le milieu du livre. J'ai eu la chance de travailler en librairie. J'ai travaillé pendant de nombreuses années aussi en édition. J'ai fait de la direction de production. Ça veut dire prendre des manuscrits puis faire des livres avec ça. Donc, gérer l'équipe qui faisait la production des livres, les graphistes, les réviseurs, etc. Donc, on était dans vraiment le faire concret. Ensuite, j'ai travaillé aussi j'ai travaillé en édition à ce moment-là et j'ai travaillé pendant plusieurs années aussi dans l'organisme Communication Jeunesse où j'ai travaillé beaucoup avec les communautés francophones partout au Canada et où j'ai pu aussi me familiariser avec cette question de la francisation et qu'on va aborder aujourd'hui. Et au fil de ces années-là et de ces différentes expériences-là, je me suis rendu compte, surtout en voyageant partout au Canada, que l'information sur le livre avait besoin de véhicules supplémentaires pour circuler. Donc, le service que j'offre et ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, c'est que j'offre un service aux maisons d'édition qui est un service de représentation déléguée. Moi, quand je travaillais en édition, on était dans une grande maison d'édition avec beaucoup d'employés. Puis, il y avait des représentantes qui partaient et qui sillonnaient le Québec, surtout auprès des librairies, pour parler des livres de la maison d'édition. Et ce métier-là existe encore, bien sûr, mais comme dans tous les milieux, la main-d'œuvre, les moyens, etc., changent. Et avec le temps, ce travail-là, dans certains milieux, est plus difficile à obtenir. Et aussi, des petites maisons d'édition avec quelques employés n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir des représentants à temps plein qui travaillent pour eux. Ensuite, il y a les distributeurs et les diffuseurs aussi qui font de la représentation, souvent auprès des libraires, encore une fois. Les libraires souvent travaillent avec vous pour représenter leur titre, mais c'est la même réalité, main-d'œuvre, etc. Donc, il y avait un besoin, à mon sens, pour partager l'information sur le livre. Alors, les maisons d'édition m'embauchent finalement pour que moi, je présente leur titre auprès des collectivités pédagogiques. Donc, pour que je puisse parler aux enseignants, aux conseillers pédagogiques, aux leads en littératie, aux bibliothécaires, aux bibliotechniciens pour parler des livres. Ce qui fait que, bon an, mal an, chez Pouce Carré, on représente environ 20 à 25 maisons d'édition. Ça change en fonction des périodes de l'année. Et ce qu'on fait, c'est qu'il y a France qui travaille avec nous, France Aymon, peut-être que vous avez eu contact avec elle. Donc, France, elle, développe les relations avec les institutions et les centres de services ou les districts scolaires. Elle établit les liens avec eux et lorsqu'on a un lien qui est établi, moi, je questionne un peu les besoins des différents milieux scolaires et je vais offrir une présentation de livre qui est en lien avec les besoins qui ont été énoncés de façon à ce que,
je ne vienne pas vous présenter des romans d'horreur quand vous travaillez en maternelle. Tu sais, on essaie de faire là, des présentations, évidemment, qui sont logiques en fonction des besoins, donc de trouver le meilleur pairage entre les deux milieux. Et on a aussi cette année Charlotte qui s'est jointe à l'équipe, qui est aussi animatrice avec moi, donc peut-être que vous aurez l'occasion de la voir dans d'autres présentations. Les animations comme je donne aujourd'hui, des animations d'une durée d'1 heure et demie où on présente le corpus d'une maison d'édition. On en fait toute l'année auprès des écoles, auprès des centres de services, auprès des districts scolaires, dans les librairies aussi. Donc, et c'est toujours gratuit. Si vous voulez un jour organiser pour votre école ou votre centre de service ou etc., là, je les ai toutes nommées. Si un jour vous voulez organiser une présentation comme ça dans votre milieu en lien avec vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter, puis on va trouver une date, puis on va faire une présentation de livre qui est vraiment en lien avec ce dont vous avez besoin. C'est ça notre travail, puis c'est ce qu'on aime le plus faire, c'est de vous rencontrer pour pouvoir vous parler des livres et partager ces livres-là avec vous. Alors, on va commencer la présentation avec les livres des éditions Héritage. Je vais faire une brève présentation de la maison d'édition. Dans le cadre de la journée sur la francophonie, j'ai décidé de concentrer ma présentation en majorité sur un outil disponible aux éditions Héritage et Dominique et compagnie, qui est le chemin de lecture. Et puis, je vais juste saluer notre invité que j'ai vu arriver dans la présentation. Alors, on a l'autrice Nadine Deschenaux qui est avec nous. Bonjour Nadine. Tu nous vois? Allô? J'avais pas mis mon micro. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Merci d'être avec nous. Vous? Alors, si tu es d'accord, Nadine, est-ce qu'on aurait le temps pour que je présente brièvement le chemin de lecture? Tu as, le temps d'écouter cette petite présentation. Bien sûr. On pourra ensuite renchérir et on pourra parler des titres que tu as publiés dans ces maisons d'édition. Alors, on va y aller comme ça. Excellent. Ben là, il y a plein de monde qui arrive tout à coup. Il y a peut-être des gens qui pensaient que ça commençait à 9 h parce qu'on a plein de nouvelles arrivées. Alors, pour les gens qui viennent de se joindre à nous, bienvenue. On a commencé il y a une dizaine de minutes. On a fait une présentation de Pouce Carré. Alors, si jamais vous voulez avoir accès à ces informations, vous pourrez l'écouter en rediffusion, bien sûr. Alors, les éditions Héritage, en fait, on appelle ça le groupe Héritage. C'est des maisons d'édition que vous connaissez peut-être déjà pour certaines d'entre elles. Ça contient, dans le fond, 4 maisons d'édition. Vous avez les éditions Héritage Jeunesse. Vous avez les éditions Dominique et compagnie, un nom qui doit vous sonner quelques cloches puisque c'est une maison qui est vraiment fort là, dans notre littérature jeunesse, Héritage Jeunesse également. Et il y a 2 nouvelles maisons qui sont arrivées dans les parages des éditions du groupe Héritage depuis quelques années. C'est les éditions Frisson et les éditions Enquête. On va revenir un peu plus tard dans la présentation sur les éditions Frisson, Enquête et Héritage Jeunesse. Je voulais me concentrer en début de présentation sur Dominique et compagnie, puisque c'est dans la maison d'édition Dominique et compagnie que vous allez trouver cet outil qui s'appelle le chemin de lecture. Alors, le chemin de lecture, c'est un outil qui a été développé pour les éditions Dominique et compagnie au cours des dernières années par Brigitte Thérien, qui est conseillère consultante en pédagogie. Elle a travaillé beaucoup dans le milieu de l'enseignement. Elle connaît très bien tous les processus. Elle enseigne à l'université aussi. Elle connaît très bien tous les processus qui mènent à l'apprentissage de la lecture. Et ce chemin de lecture-là a été pensé vraiment avec cette approche-là. Et l'objectif du chemin de lecture, c'est d'offrir un outil qui va permettre aux enseignants et aux élèves de trouver quels sont les livres qui sont vraiment à la portée des élèves pour que les élèves soient en mesure de lire de façon autonome. Donc, qu'ils puissent de façon autonome lire et comprendre l'ouvrage qu'ils sont en train de lire. Alors, plutôt que de dire, on va faire une collection de livres gradués avec des livres de 1 à 8, on a plutôt décidé de prendre les livres des éditions Dominique et compagnie et de les graduer en fonction d'une série de critères qui ont été établis et qui ont été évidemment réfléchis. Donc, je ne sais pas si vous voyez la nuance là, entre les deux approches, c'est-à-dire qu'on est vraiment parti des livres que les créateurs ont écrits en fonction de leur imaginaire et non pas écrits en fonction d'une série de critères. Donc, ce sont des œuvres, dans tous les cas, on pourrait dire que ce sont des œuvres originales, mais on est parti des œuvres et on a évalué ces œuvres-là pour déterminer de quel niveau 1 à 8 ces œuvres, à quel niveau ces œuvres appartiennent.
Concrètement, je vais vous présenter à l'écran les outils qui existent pour bien comprendre l'ensemble du chemin de lecture et aussi un outil d'évaluation. Parce que l'idée, au terme de votre connaissance du chemin de lecture, c'est que vous soyez en mesure d'évaluer les élèves avec lesquels vous travaillez. On parle ici d'élèves souvent qui vont être en apprentissage de la lecture, donc d'évaluer les élèves pour savoir s'ils sont actuellement des lecteurs de niveau 1, 2, 3 jusqu'à 8, pour permettre ensuite aux élèves eux-mêmes, en fait, pour permettre aux élèves d'eux-mêmes choisir leur prochaine lecture en ayant ce code de référence-là, donc le code là, de la graduation des livres. Vous allez voir, je vous montre ça à l'écran, ça va devenir beaucoup plus concret. Alors, je vous montre ici un aperçu du document Le chemin de lecture. Je vais vous mettre dans la conversation, quand j'aurai fini de partager l'écran, des liens qui vont vous permettre de télécharger les documents que je suis en train de vous montrer. Vous allez voir, ça va être tout clé en main. Vous aurez aussi des liens de téléchargement pour les bibliographies de nos présentations aujourd'hui. Alors, vous allez pouvoir utiliser ces documents-là en guise de rappel. Le chemin de lecture, alors on vous explique ici, donc moi c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce qui est écrit là-dedans, mais vous allez pouvoir aller le relire pour pouvoir avoir un rappel et peut-être encore plus d'informations. Donc vous avez l'explication de ce qu'est le chemin de lecture et on vous donne ici les 8 critères qui ont été utilisés pour classer les livres selon les niveaux. Alors, les critères, vous les voyez dans la colonne qui est mauve foncé ici, le vocabulaire, la phrase, la structure du récit, les thèmes, les illustrations, la compréhension, le style littéraire, la densité du texte. Alors, ces 4 niveaux-là sont évalués. Puis, pour chacun des niveaux, on va se demander si le livre si le critère, il est évalué comme étant simple ou complexe. On évalue s'il est simple ou complexe dans le livre en fonction de l'âge auquel on croit que ce livre doit s'adresser, dans un contexte francophone aussi. Donc, c'est important de savoir cette information-là. Si vous travaillez en immersion, si vous travaillez dans un contexte francophone minoritaire, ça se pourrait aussi qu'une information qui est jugée simple, pour vous, vous ayez l'impression qu'elle devra être complexe. Cela dit, ce n'est pas grave, car vous allez pouvoir commander sur le site des éditions Dominique et compagnie, vous allez pouvoir commander, je vais vous les montrer tout à l'heure, des autocollants qui représentent les 8 niveaux, puis vous allez pouvoir niveler vous-même les livres que vous avez. Alors, c'est vraiment un canevas de base qu'on vous donne. C'est un outil qui va vous permettre éventuellement de niveler vos propres ouvrages. Et bon, on vous donne 3 exemples ici de livres qui ont été nivelés. Par exemple, le livre Bambou à la plage, on a jugé que le vocabulaire était simple, mais que la structure de phrase, elle était complexe. La structure du récit, elle est simple, ça veut dire qu'il n'y aura peut-être pas de retour en arrière, d'ellipse temporelle, etc. Le thème était simple. Illustration simple. Illustration simple, ça peut vouloir dire, par exemple, que l'illustration et le texte se complètent au lieu de se contredire. La compréhension, elle peut être complexe dans ce cas-ci. Le style littéraire est simple et la densité littéraire est simple. On a donc 2 critères complexes. Puis vous voyez les autres livres ici, bien, il y en a un qui a 7 critères et un qui a 6 critères complexes. On vous donne un peu plus en détail là, ce que ça veut dire chacun des critères. Le vocabulaire, une fréquence importante de mots familiers pour voir si c'est simple ou complexe. La phrase, est-ce qu'on a une majorité de phrases longues et complexes? La structure du récit, est-ce une structure inhabituelle? Retour en arrière, dialogue nombreux, etc. Les thèmes, est-ce que ce sont des thèmes familiers? Est-ce qu'il y a des personnages nombreux? Les illustrations, est-ce que les illustrations offrent peu de soutien à la compréhension ou si elles offrent un soutien à la compréhension? La compréhension, est-ce qu'on a besoin de déduire ou d'interpréter? Est-ce qu'il y a beaucoup d'inférences, par exemple? Le style littéraire, l'utilisation de nombreux temps de conjugaison ou de figures de style, oui ou non. Puis la densité du texte, donc pour le roman, lorsque c'est plus de 96 pages, on va mettre complexe. Pour l'album, est-ce que c'est un texte dense et non linéaire? Et on va évaluer combien de critères complexes ont été retrouvés. Lorsqu'on a 0 critère complexe, tout était simple, on est dans un livre d'un niveau 1. Lorsqu'on a 1 ou 2 critères complexes, on est dans un livre d'un niveau 2. Et ensuite, bien, on est au même niveau. 3 critères complexes, niveau 3. 4 critères complexes, niveau 4, jusqu'à 8. 8 critères complexes. Tout était complexe. Livre de niveau 8.
On a ensuite décidé de nommer chacun des niveaux avec une couleur et un animal. Donc, 1 rouge à pattes souris, 2 lime à pattes canard, etc. et avec une caractéristique. Les petits autocollants que vous allez pouvoir commander, ce sont les autocollants là, qui correspondent aux petits carrés que vous voyez à la gauche ici. Donc, c'est assez gros, c'est à peu près gros comme ça, puis vous pouvez les coller sur les livres. Que le livre ait ou non été déjà nivelé, là, ou si, parce que vous pouvez, dans le fond, niveler les livres des maisons d'édition de votre choix. Là, vous pouvez après ça choisir de niveler tous les livres que vous avez dans votre bibliothèque. On va vous donner après ça beaucoup d'explications sur le choix des critères, etc. Puis on va vous décrire chacun des niveaux. Et il y a un autre outil, puis ensuite, je vais passer la parole à Nadine. Donc, il y a un autre outil qui pourra vous être utile. Je vais faire un nouveau partage d'écran. C'est celui-ci. Vous allez également pouvoir le télécharger dans le lien que je vais vous mettre dans la conversation tout à l'heure. Alors, le chemin de lecture, ici, on a préparé un outil d'évaluation. Et là, on ne parle pas d'évaluer les élèves pour leur donner une note. Là. On parle d'évaluer leur niveau de lecture en fonction des livres qui sont présentés. Puis, ben, pour vous faciliter la tâche, vous allez avoir un rappel de ce qu'est le chemin de lecture. Vous allez avoir aussi des conseils là, pour utiliser l'outil efficacement. On vous explique comment l'utiliser. Puis ensuite, pour chacun des niveaux, la marche à suivre, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Pour chacun des niveaux de lecture, vous avez le niveau et une page de texte. Niveau 2, une page de texte. Et à la fin, 3 questions à poser à l'élève. Puis on va vous inviter à questionner l'élève quant à savoir ce qu'il a compris. Donc, par exemple, si raconte-moi cette histoire dans tes mots. Pourquoi Alice sourit-elle à Liam et que veut dire le mot surgit? Donc, vocabulaire, compréhension qui vont être évalués. Et puis, ce qu'on vous explique aussi au début, c'est que plus l'élève est en mesure de vous donner des informations sur ce qu'il a lu, plus l'élève est en mesure aussi de donner des détails par rapport, et non pas seulement la structure globale de ce qu'il a lu, et plus l'élève va être amené éventuellement à apprécier, en fait, donc donner son appréciation par rapport à une action. Elle est chanceuse, elle a pu entrer dans la pièce. Bien, plus vous allez savoir si vous êtes au bon niveau ou si même le niveau était trop simple ou trop complexe. Donc, c'est vraiment un outil que vous allez pouvoir télécharger pour aller tenter l'évaluation. Je vais arrêter le partage et puis j'aurais envie à ce point-ci là qu'on a dressé un portrait global du chemin de lecture. Puis avant d'entrer dans le détail là, de où télécharger les choses, etc., j'aurais envie de donner la parole à Nadine. Donc, Nadine, bienvenue parmi nous encore une fois. Merci d'être là ce matin. Tu as eu la chance de publier des ouvrages dans les différentes collections qui finalement ont été évalués en vue du chemin de lecture. Donc, ben, j'avais envie que tu puisses être là pour partager ton expérience peut-être de publication dans ces collections-là, puis ensuite aussi, ben, peut-être dans d'autres collections, puisque tu as eu la chance de collaborer avec Héritage pour d'autres ouvrages. Donc, est-ce qu'il y a un livre en particulier dont tu aurais souhaité parler ce matin? Ben, peut-être que je pourrais vous parler de. Moi, j'ai fait une série avec des dinosaures. Donc, c'est une petite série, justement. Ouais, c'est ça. Dans le fond, il y en a 5 et c'est des premières lectures niveau 2. Mais c'est ça, comme tu disais tout à l'heure, c'est ça, quand on écrit le livre, on ne l'écrit pas en pensant aux critères, c'est après qu'on l'évalue. Mais ça démontre aussi c'est quoi un niveau 2 un peu, parce que là, j'entendais ce que tu disais. Donc, un niveau 2 c'est quand même très simple, il y a des répétitions. Donc, en tout cas, c'est des livres vraiment pour accompagner les jeunes, les enfants à développer un peu des réflexes de futurs lecteurs, parce que niveau 2 c'est même souvent, c'est quelqu'un qui leur raconte l'histoire, mais qui doivent la comprendre ou lit tranquillement avec lui. Et comme tu disais, c'est pour savoir lire, c'est décoder, mais il y a aussi lire, est-ce que je le comprends, ce que je lis? C'est pas juste de le lire pour le lire. Donc, ça, c'est ma série un peu chouchou là, avec les petits, là, mais je la fais moi autant en maternelle, même en CPE, jusqu'en première année, parce ça montre aussi l'éventail qu'un livre peut avoir. Là. Donc, tous les livres, après, c'est un peu comme ça aussi. Bien, si tu permets, je vais en profiter pour. Ici, j'en ai un quand mon dino prend son bain, que j'ai sous la main Ouais. ici. Donc, illustré par Valérie Desrochers. Puis, je vais prendre la peine de vous montrer des pages intérieures, en fait. Donc, pour que vous voyez vraiment le rapport entre le texte et l'image, on a vraiment une ligne de texte
sur une page, l'image qui va être à côté. Donc, ça va entrer aussi dans les critères d'évaluation. La mise en page de l'ouvrage là, va entrer dans les critères d'évaluation. On va voir que l'image vient compléter le texte. En ajoutant aussi une information dans ce cas-ci qui est une information amusante. Donc, quand mon dino prend son bain, il vérifie la température de l'eau. Bien là, l'image nous permet de savoir comment il vérifie la température de l'eau, mais l'image répète finalement le contenu du texte. C'est ça. Ça, c'est les images qui sont faciles à comprendre pour les enfants, mais qui n'empêchent pas non plus d'aller plus loin. C'est parce que moi, quand je le fais en atelier et en animation, justement, l'image que tu as montrée, je leur dis, on ne parle pas de la température. Ils vérifient la température de l'eau, mais là, après, tu peux aller plus loin quand même avec parce que, je leur demande, mais pourquoi? Est-ce qu'elle est chaude ou elle est froide? Puis là, ils me disent tous, ben elle est chaude. Mais pourtant, il n'y a rien dans le texte. Donc, les inférences, on peut les faire là aussi, là, d'aller plus loin sans. Ça dépend où est-ce que, justement, le lecteur se situe. Mais ça, les petits, ils le voient rapidement. À la fin de ce livre-là, à un moment donné, il prend son bain, il ne veut plus en sortir, mais on voit par la fenêtre qu'il fait noir. Donc là, on leur dit, mais pourquoi, qu'ils ne veulent plus en sortir? Pourquoi ce serait l'heure? On ne parle jamais d'heure, mais on est capable d'aller plus loin aussi. Moi, c'est ce que j'aime de faire avec mes histoires, justement. Puis, tu disais donc, si on comprend bien le processus, cette série-là, elle est écrite sans avoir en tête l'objectif d'être dans tel niveau. Elle est nivelée après. Est-ce que pour toi, c'était le niveau qui était choisi? Est-ce que c'était un niveau qui était logique? Parce qu'il peut arriver quand on écrit qu'on a l'impression de s'adresser à tel groupe d'âge. Puis finalement, on nous dit, ben non, il y a telle complexité que d'autres personnes ont perçue. Est-ce que pour toi, le niveau qui avait été choisi était logique? Oui, le niveau est logique, mais tu l'as un peu dit aussi, ça dépend dans quel contexte, quel enfant va avoir ce livre-là entre les mains. Moi, j'ai allé faire des ateliers à Halifax dans des écoles où est-ce que le français, c'était leur langue scolaire, dans le fond, parce qu'ils ne parlent pas français à la maison, mais c'est vraiment leur langue d'école. Mais là, les niveaux ne correspondent pas nécessairement. Là. Il va falloir que ça va être un peu comme si on mettait plus le dino, ce serait un niveau plus complexe pour eux, finalement. Donc, c'est pour ça que ça joue, puis c'est pour ça que les collants, comme tu dis, ça va vous aider, les intervenants avec les jeunes, de pouvoir le niveler correctement pour votre groupe ou votre situation, là. Puis, Nadine, sans vouloir divulgacher la suite de ma présentation, mais est-ce que je voulais... on a des pouces en l'air. Est-ce que je voulais vous amener éventuellement dans cette présentation-là? Bien, il y a le chemin de lecture, puis je trouve que les autres publications qu'on a aux éditions Héritage, aux éditions aussi Frisson Enquête, sont aussi dans la continuité du chemin de lecture. C'est-à-dire que dans plusieurs des maisons d'édition du groupe Héritage, on va avoir une déclinaison des âges. Je vais faire, si tu permets, juste un petit aparté. Vous connaissez peut-être ici, à main levée, là, s'il y en a qui veulent nous dire qui faisait partie de la génération frisson et a lu des frissons quand on était jeune. C'était les livres qui ont accompagné. Bon, Marie-Josée, je vois Marie-Josée qui lève la main. Nadine aussi, je t'ai vu lever la main. Gabrielle. Alors, plusieurs d'entre nous ont grandi là, à lire des frissons. Moi, j'ai lu plus des chairs de poule qui étaient aussi publiés chez Héritage. Des gens qui ont lu des chairs de poule. Alors, j'étais un peu jeune, je pense, pour lire des frissons ou à l'âge où j'ai lu en série comme ça, c'était les chairs de poule. Mais bon, on est dans la même esthétique. Et bien, ça a accompagné notre lecture complètement. Alors, les éditions Héritage ont décidé à un certain moment de ressortir les frissons et de les créer avec un sous-titre qui est 100% québécois. Là, on est dans la veille de l'Halloween, là, sans SANG, 100% québécois. Alors, je suis allée à la bibliothèque de mon quartier cette semaine. En fin de semaine, il y avait les frissons étaient sortis. Là, c'est populaire toute l'année, mais à ce temps-ci de l'année, il y a un petit plus. Et il y a peut-être tu me diras si, moi, les notions de temps ne sont pas bababonnes, mais donc, ils avaient sorti Frisson comme une collection chez Héritage et ils ont décidé, il y a environ 2 ans, disons, d'en faire une maison d'édition.
Alors, on a sorti Frisson de chez Héritage et on a fait une maison d'édition Frisson. Et ce que ça permet, ce travail-là éditorial, ce travail-là de structure, c'est après ça de pouvoir décliner Frisson en différentes collections. Parce que quand on a la collection, ben, on est pas mal pris là-dedans. Ensuite, quand ça devient une maison d'édition, ben là, on a pu faire j'en avais un sous la main, je ne l'ai plus sous la main, j'irai le chercher. On a fait des petites frousses, alors les frissons qui sont 6 ans et plus. Ah, t'en as un, parfait. Merci, sous la main. L'attaque des mascottes. Alors, les petites frousses, Nadine est en train de nous le montrer. À l'intérieur, vous allez voir, le texte est très aéré. Et lorsque les personnages parlent, le nom du personnage et son émotion sont indiqués. Pas très bonne, là, excuse-moi. C'est ça, ici, là. Donc, Parfait. on voit le nom, l'émotion, puis après le dialogue. Un peu comme si on était au théâtre. Donc, on va avoir vraiment une incitation à lire à voix haute. Ensuite, on a les frousses vertes qui sont 7 ans et plus. On va avoir les peurs bleues. J'en ai un frousse verte, Nadine. Ouais, J'ai c'est le ça. papillon ici Ouais, c'est ça. sous la Ouais. main. Donc, frousse verte qui va être 7 ans C'est et les plus. premiers. 8 ans, je pense. 7, 8 ans, ouais. Oui, exactement. Peur bleue, 9 ans et plus. J'en ai un aussi, mais là, celui-ci est de Maude Fortier. J'avais Destin lugubre sous la main. Puis ensuite, on tombe dans les terreurs extrêmes. Non, terreur rouge et frisson extrême, donc 12 ans et 14 ans et plus. Je vais vous en reparler tout à l'heure vers la fin de la présentation. On a aussi des frissons dont tu es le héros. Maintenant, on a des albums aussi. Ah, les froussettes, tu vois, ça, j'ai pas encore mis la main sur les froussettes. Ah, Alors, je voulais donc, ben, je vais te laisser la parole pour en parler, mais ce que je voulais amener avec ça, en fait, c'était vraiment l'idée que cette structure du chemin de lecture qui accompagne le lecteur du plus petit jusqu'au plus vieux, on va la retrouver dans la collection, dans la maison d'édition Frisson à laquelle tu as participé. Longue introduction quand même. Donc, si tu veux, maintenant, je pourrais te laisser glisser un mot peut-être sur ces collaborations-là en horreur cette fois-ci. ben, dans le fond, c'est exactement ça. C'est un peu le même principe, mais c'est pas nivelé, c'est pas noté avec un chemin de lecture. Mais il y a un souci aussi de beaucoup d'attribuer une peur aussi qui est logique et pas trop épeurante selon les âges. Là. Comme moi, je dis souvent, on espère qu'ils dorment tous, là, parce que des fois, ils sont capables de le lire, une terreur extrême, mais c'est parce que c'est un peu trop extrême. Donc, c'est la différence avec justement les frissons qu'on lisait jeunes. Ils étaient tous pareils. On voulait toutes les lire, mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui aiment ça avoir un peu peur. Puis il y en a encore beaucoup, puis ça, c'est même pas leur âge. Là. Il y en a que je vois dans les salons ou dans la classe qui font comme moi, ça m'intéresse zéro, les trucs qui me font peur. Ou ça m'intéresse, mais il faut vraiment que ce soit une peur, tu sais, je veux pas de fantômes, je veux pas telle affaire. Donc là, ça l'a permis ça aussi avec les frissons. Donc, c'est comme auteur, moi, ça me brime pas, ça me fait juste un peu plus me dire, OK, là, j'ai envie de parler d'une peur de petit. Mais moi, j'ai enseigné en maternelle 4 ans. Là, je peux vous dire que l'araignée, si on a une araignée dans la classe, tout ce qu'on avait prévu de faire, ça prend le bord parce que tout le monde gère l'araignée là, dans la classe. Puis, donc, tu sais, c'est d'aller chercher la peur qui est bien adaptée pour le groupe d'âge, puis après s'amuser là-dedans. Puis, bon, frisson, tu sais, dans les froussettes, là, les nouvelles froussettes, c'est vraiment en couleur. C'est très, très court, là. C'est à peu près une phrase par page, un peu comme les dinos, mais là, c'est juste que c'est visuellement placé autrement. Mais c'est ça. Et les petites frousses, ben, c'est un peu plus, c'est ceux qu'on accompagne les premiers lecteurs. On s'entend que même les froussettes, ça pourrait être lu à un enfant comme un album. Là. Tu sais, la différence, c'est tout le temps un peu flou. Là. Mais c'est ça. Donc, ce désir-là, c'est d'adapter la peur. Ensuite, le style reste quand même sensiblement le même, mais juste adapté au lecteur. Tu sais, on raconte pas l'histoire de la même façon quand on s'adresse à un enfant de 8 ans versus à un ado de 14, mais l'efficacité du frisson qui est dans le moment présent, tu sais, que tu rentres dans l'action rapidement et le même dans toutes les déclinaisons, disons. Puis pour vous dire à quel point là, je viens de me rappeler pourquoi j'ai pas de petite frousse à côté de moi. Là, c'est parce que j'ai vu ma fille le lire récemment. Fait que là, d'après moi, il est dans sa chambre là, à l'étage. Je viens de me rendre compte que c'est pour ça que je me suis fait voler mes exemplaires. Mais puis ma fille est en 2e année, c'est une très bonne lectrice, donc elle est
Elle a essayé les petites frousses, mais elle est dans les peurs bleues, les frousses vertes, là. Tu sais, elle est rendue dans les frousses vertes. Ouais. Puis aussi, ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand on est jusqu'à frousse verte, la source de l'horreur, elle est quand même expliquée. Donc, souvent, il va y avoir une frousse, il va y avoir une peur, mais il y a une explication Ouais. rationnelle autour de cette peur-là. Ce qui fait que l'enfant, après, il peut se réconforter, se dire, ben, il y a eu cette peur-là, mais il y a une explication rationnelle Logique, ou ouais, c'est ça. scientifique ou logique. Tu sais. Quand on tombe dans les peurs bleues, moi, j'ai lu Destin lugubre il n'y a pas tellement longtemps. Je ne peux pas vous dire qu'il y a une explication rationnelle au bout du compte, là. Ça reste mystérieux. Puis, c'est aussi intéressant, je trouve, parce que dès 9 ans, on peut commencer à peut-être avoir vu plus d'horreur aussi, c'est-à-dire de films d'horreur, de films épeurants, etc. On a peut-être une résistance au style de l'horreur qui va s'être accrue. Mais ça fait aussi en sorte, si vous êtes en milieu où les élèves sont, par exemple, en immersion, les élèves ont un niveau de français moins avancé. Moi, je trouve que dans le peur bleu, qui est de 9 ans et plus, ben, étant donné qu'il n'y a pas d'explication rationnelle, ça peut quand même intéresser un élève qui est plus vieux. On ne s'arrête Ouais. pas à 9 ans, là. Ben oui, mais je suis d'accord avec toi parce que dans les classes, tu sais, bon, moi, je parle beaucoup dans les classes parce que je fais beaucoup d'ateliers là, dans les classes, mais même dans une classe de 6e année, tu sais, qui pourrait lire théoriquement le troisième, là, je Oui, pense, Terreur, oui. mais 12 ans, là, mais il y en a qui vont lire encore les Frousses vertes parce que c'est suffisant pour eux à ce moment-là. Puis, comme je leur dis, tu sais, tu as le droit aussi d'avoir envie de lire quelque chose de plus rapide, quelque chose qui est plus Hmm. rationnel, qui est plus ancré dans la, mettons, dans, ça pourrait m'arriver pour vrai dans ma vie à moi, versus, tu sais, quelque chose, comme tu dis, qui est un peu plus dans le paranormal. Donc, c'est ça. Donc, tout le temps un peu, il y a quand même une mouvance, mais ça aide à guider un peu les intervenants, les profs, les parents aussi à travers ça. Puis moi, j'ai une astuce que je donne tout le temps. Tu me diras si tu es d'accord avec mon astuce, Nadine, mais vous savez, tous et toutes à la maison, soit du tape électrique ou du tape de hockey là, pour les bâtons de hockey, là, mais si l'âge est vraiment un enjeu pour les élèves, parce qu'on le sait qu'un élève de 10 ans puis est écrit 9 ans et plus, là, moi, t'es pas 9 ans. Puis nous, on sait tous qu'il aimerait ça. C'est juste le fait que l'âge soit écrit. Un petit morceau de tape de hockey là, ou un petit morceau de tape électrique en arrière du livre pour cacher la bande et le tour est joué, on a le droit de faire des choses comme ça. La majorité des collections d'horreur ont des âges qui sont indiqués parce que justement, ça aide beaucoup les pédagogues à se situer. Puis ça aide les parents à se situer aussi, puis à acheter des livres, parce qu'évidemment, on ne veut pas les traumatiser, les pauvres petits-enfants en leur faisant lire des affaires bien trop épeurantes. Ça peut durer longtemps. J'ai fait ça avec ma fille à un moment donné. Je voulais peut-être déjà raconter, mais c'était Pâques. Je me suis dit, elle avait comme 4 ans, puis je me suis dit, c'est Pâques, écoutons Charlie et la chocolaterie. Et là, la petite fille qui se met à grossir comme une myrtille, là, il a fallu arrêter le film, elle pleurait, elle avait tellement peur, tu sais, j'avais vraiment mal jugé le niveau de sa peur, en fait, sa capacité de peur. Et ça m'amène à parler d'un autre fait intéressant, c'est que la peur, c'est relatif. Ce qui nous fait peur change d'une personne à l'autre et il existe dans la littérature d'horreur différents types d'horreur. Il y a l'horreur paranormale, il y a l'horreur. Moi, j'avais un ami que lui, il aimait ça, les affaires. L'horreur qu'il aimait, là, c'était dégueulasse, là, genre des vers qui te mangent la peau. Moi, ça me fait pas peur, ça m'écoeure. Fait que le livre, je le lis pas parce que ça me lève le cœur, tu sais. Mais lui, ça lui faisait vraiment peur. Alors, c'est ça aussi avec les élèves, en leur faisant lire différents romans d'horreur, vous allez les amener, vous allez découvrir un, s'ils aiment ça, puis deux, quel type d'horreur aussi leur fait le plus peur. Puis ça peut mener vraiment à des très belles discussions. Pourquoi est-ce que l'horreur est relative? Pourquoi toi, ça te fait peur, puis toi, ça te fait pas peur? Donc, ça peut être vraiment des belles discussions à mener autour de ça. Ça peut Euh, être aussi des. Ben, excuse-moi de te je t'en prie, je couper. t'en prie. Non, mais ça peut être dans la classe aussi pour l'écriture. C'est vraiment le fun aussi à explorer parce qu'ils ont toutes quelque chose à dire, ils ont toute une histoire, que, tu sais, quelque chose qui t'en fait peur. Puis moi, dans mes romans, souvent, j'utilisais des animaux, admettons les papillons que tu as montré tout à l'heure, mais je leur disais, est-ce que vous avez peur des papillons? Puis là, ils font, ben non, je n'ai pas peur d'un papillon, tu sais, c'est pas épeurant un papillon. OK, mais comment on fait pour le transformer pour qu'il fasse peur?
sûr que ce ne sera pas une peur. Tu sais, la peur, comme tu dis, il y en a de différents niveaux, mais comment on fait pour le rendre assez mystérieux, assez intriguant, assez un peu, je ne suis pas certaine, donc, tu sais, de jouer avec ça, là, faire des ateliers, de prendre n'importe quel animal. Souvent, on prend, c'est ce qu'on fait quand on fait des ateliers, moi, avec Frisson, c'est de prendre, OK, on nomme un animal, OK, on est pris avec un chihuahua, comment que le chihuahua va nous faire peur? Bien là, ça force à imaginer autrement, puis c'est souvent quelque chose qu'il adore faire, là. Ah oui, le chihuahua de l'horreur. Écrire J'aime la... beaucoup ça. J'ai hâte Ah de oui, lire ton prochain livre, le mais chihuahua. écoute, j'ai eu une classe, là, j'aurais, c'est ça, là, il était parti, là. Ah, c'est excellent, le chihuahua. Mais Ah, vous savez qu'un chihuahua a déjà cassé un bras à ma grand-mère, hein? bon, ça, il y en a tout le temps, des choses comme ça, Oui. avec à peu près n'importe quel animal. C'est vraiment le fun à leur faire parler. Puis là, ben, plus il en parle, plus il a envie, bon, OK, comment il pourrait être. Donc, tu sais, le sujet, souvent, tu sais, pour l'écriture, c'est difficile de les faire commencer à écrire. Mais Mhm. des fois, quand c'est un truc comme ça, ben, ils adorent ça. La bougie d'allumage est allumée. Puis, Hum, 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 hum. ben, Nadine, je ne voudrais pas te retenir trop longtemps ce matin. Avais-tu un autre ouvrage dont tu voulais nous parler avant de terminer ou Ben non, ça avait fait le tour, Oui. mais voilà. Ben, merci infiniment d'avoir été avec nous. J'étais très contente de te voir puis de pouvoir aussi Moi présenter tes œuvres et puis avoir ton point de vue parce que c'est toujours, nous, on a beau faire la présentation des livres quand les auteurs sont là, c'est toujours très intéressant de connaître le processus derrière tout ça. Alors, je te remercie infiniment. Et puis, si tu es d'accord, Nadine, je pourrais référer, si tu veux m'envoyer une coordonnée spécifique, je pourrais l'envoyer aux gens suite à la présentation aussi. si jamais ils veulent t'inviter dans la classe pour un atelier, parce que là, tu nous as donné le goût de suivre les ateliers que tu Vous offres. allez tout écrire une histoire d'horreur, là. Oui, oui, on va t'inviter pour faire un exercice pour écrire une histoire Super. d'horreur. Alors, je transférerai tes coordonnées aux Pas de participants problème, ça me fait aujourd'hui. plaisir. Puis, ça devrait être écouté en rediffusion par la suite aussi, donc à suivre. Super, merci. Bonne Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Ah, ben, bye. excusez-moi, Ah, Nadine, oui. avant qu'on quitte, j'ai pas posé la question. Est-ce que quelqu'un aurait eu une Ah, question pour Nadine? Je m'excuse, j'ai oublié de vous poser la question. Si quelqu'un voulait poser une question, on avait des merci beaucoup. Et je voulais quand même pas parfait. Ben, empêcher. si ça vient, de toute façon, je te laisserai mes coordonnées. Vous pouvez m'écrire, il n'y a pas de problème. Parfait. Ah, Pierre-Luc lève la Super! main. On a Ah, une main levée. Pierre-Luc, je t'en prie. Moi, bonjour, je me présente. Je suis dans une école secondaire, puis justement, on a des groupes de francisation, puis c'est pour ça que cette journée-là m'intéressait beaucoup. Mais là, on parle encore, puis peut-être ça va être plus loin, mais là, j'en profite pendant que j'ai une auteure aussi, donc, devant l'écran. Est-ce que c'est. Parce que, exemple, en francisation, on va quand même beaucoup emprunter les peurs bleues, non, vertes, excusez, les fausses vertes, justement, parce que c'est aéré, c'est écrit gros. Mais malheureusement, souvent, les jeunes, ça, c'est des jeunes enfants et non pas des adolescents. Fait que c'est pour ça que des fois, je me demande, est-ce que c'est quelque chose qui va être pensé à créer pour eux le même principe présenté pour la maternelle, mais vraiment du contenu adolescent, voire jeune adulte, parce que c'est une clientèle qu'on a beaucoup, parce qu'on parle beaucoup pour les enfants du primaire, mais l'horreur, eux autres, ils en mangent, mais de quelque chose qui est simple pour eux. Moi, c'est quelque chose que je trouve qui manque beaucoup dans notre littérature, parce qu'on a beaucoup de choix, mais souvent, les livres qu'on choisit pour nos élèves de secondaire, jeunes adultes, ben, ce sont des livres enfants. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu difficile de dire je vais aller sur le popo pendant que je. Tu sais, ils ont passé ce stade-là, ça fait longtemps. Fait que c'est pour ça que je me disais, c'est pour ça qu'ils sont vraiment intéressés par les gros caractères, mais souvent à qui qu'on s'adresse, c'est vraiment des jeunes enfants et non des adolescents. C'est quelque chose que je trouve qui manque un petit peu au Québec, là, peut-être vraiment au niveau pour la francisation ou l'adaptation scolaire, des livres vraiment adaptés pour eux, mais décrits de façon comme on voit peut-être pour les enfants, mais que le sujet soit vraiment plus adolescent, plus adulte là, hum, que ce qu'on a actuellement. Fait que c'était un commentaire que je laisse parce que c'est souvent ça qu'on recherche, nous, en tant que tel. On achète quand même beaucoup de livres du primaire pour eux, mais oui, ils vont réussir à lire, mais mettons que le sujet, c'est pas ce qui leur intéresse le plus non plus. Fait que c'est pour ça que des fois, je me pose toujours la question, à chaque fois que je vois ces genres de rencontres-là, je relance
l'idée parce que je trouve que c'est une clientèle qu'on oublie des fois souvent, le secondaire, qui sont eux aussi prêts des fois à lire les gros caractères ou avec beaucoup d'illustrations, mais qui quand même s'adresseraient plus à eux au niveau de l'âge du contenu. Fait que c'était mon petit commentaire que je fais. Sinon, belle présentation encore une fois. Pierre-Luc, ton commentaire est appuyé dans la conversation par Nancy et Marie-Josée. Donc, si on était dans un conseil d'établissement, on dirait oui. Go! Nadine, est-ce que c'est quelque chose dont tu as déjà entendu parler? Ben oui, clairement, là. C'est vrai qu'au secondaire, tu sais, il y a une espèce de flou, puis surtout en francisation. Moi, je l'ai renoté, là, sur ma page. C'est vrai que ça serait intéressant à faire. Parce que, puis il y a des élèves aussi qui sont, tu sais, en 6e année au secondaire, qui ils n'ont pas toutes les compétences ou ne sont pas rendus là en lecture. Puis ce serait important de les accompagner du mieux, tu sais, le mieux possible. Ça, mais c'est ça. Donc, moi, je l'entends beaucoup, j'en parle quand même beaucoup à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Déjà, tu sais, la volonté, mettons, de Frisson de sectionner, de faire des catégories, il y a quand même une volonté là-dessus. Peut-être que ça pourrait être le prochain truc qu'on pourrait suggérer. Mais tu sais, c'est incroyable. Moi, ça fait plus de 10 ans là, que je suis dans ce milieu, puis c'est la demande qui revient incessamment, Ouais. puis qu'on transmet aux maisons d'édition, puis ça reste quand même comme désert, là, cet univers-là du livre vraiment adapté ado avec la langue accessible reste très. Tu sais, bon, on a Marie-Josée qui nous dit, là, je vois pas le message au complet, mais je pense que tu parles de Oser lire chez Bayard, effectivement. C'est Il y a bien, ces ouais, c'est ça. collections-là qui existent. Mais du high-low vraiment high-low, là, tu sais, avec une thématique vraiment avancée puis une langue vraiment accessible. On va parler tantôt de la collection unique aux éditions Héritage. Moi, je trouve que la collection unique, elle nous permet d'aller là. Il y a des collections avec lesquelles on peut travailler, mais c'est encore hyper rare, là. Tu sais, les livres Ouais. parfaits n'existent pas. Puis j'ai l'impression que c'est parce que il arrive un moment où il y a un tel décalage entre ce qu'on peut faire avec très peu de mots puis des phrases très simples, puis ce qu'on est capable de dire. Je pense que ça, c'est peut-être rare de réussir à avoir l'adéquation parfaite entre la thématique puis les mots pour l'utiliser. Mais Il y a- oui, je t'en prie. Ah, ben, il y a peut-être les nouvelles aussi. Tu sais, le Oui. style de nouvelles, ce qui peut aussi aider, là, mais tu sais, c'est ça. Oui, puis je pense qu'à la limite, si effectivement on travaille avec les nouvelles ou avec les peurs bleues, par exemple, qui sont avec une langue parfois plus accessible, mais ou une thématique un peu plus jeune quand même, mais un peu plus vieille aussi que ce qu'on a nommé jusqu'ici, j'ai l'impression qu'on pourrait aussi aller vers le livre numérique parce que le livre numérique permet un autre affichage du texte aussi, donc d'avoir un texte qui va être affiché en plus grand format avec L'aération. oui, une plus grande aération, mais ça reste encore des plasters sur des grosses maladies. Tu sais, Oui, ça ah reste oui, encore clair, des clair. petites solutions pour aborder un problème qui est assez grand. Aux éditions Héritage, et ce sera dans ma bibliographie, là, j'avais pris sous la main seulement le document accompagnateur, mais il y a la collection Chiens de rue, la série Chiens de rue aussi de Laurent Chabin, qui est intéressante, qui est une série en feuillet. Donc, on a 10 épisodes, 10 feuillets qui racontent une histoire quand même assez hard, là, mais le fait que ce soit des feuillets, ça la rend un peu plus accessible. C'est dur, il faut que vous la lisiez avant de la faire lire aux jeunes, à mon avis. Là. L'histoire de base, c'est un jeune homme qui est témoin d'une agression sur une femme, une agression sexuelle en pleine rue, qui ne réussira pas à agir et qui va vivre avec ce remords-là, qui va l'amener éventuellement à prendre de mauvaises décisions et à entrer dans l'univers des gangs de rue. Donc ça pourrait être une solution, une série intéressante à aller voir. Mais bon, on change de genre littéraire aussi. On a une question de Pierre-Luc. Je ne voudrais pas te retenir trop longtemps, Nadine. Je ne sais pas si tu veux Oui, qu'on entende la question de Pierre-Luc. Juste pour relancer, c'est effectivement, on parlait de livres numériques à grossier caractère. C'est pas en tant que tel la grosseur des caractères, mais au niveau de la longueur du texte. C'est souvent des personnes qui débutent. Il y en a qui n'ont jamais, même dans leur propre langue, ils savent ni lire et écrire parce qu'ils n'ont pas eu l'école. Fait que d'arriver de dire, ben oui, tu vas avoir un gros roman, mais un gros caractère, mais tu as un texte de 300, 400, 500 pages à lire. Là, on vient de les perdre complètement.
Fait que c'était pour ça, c'était vraiment ce côté-là aussi. C'est pour ça que je dis les gros caractères avec peut-être illustration, mais avec un contenu adolescent, voire jeune adulte, peut aller quand même un peu aller les chercher là, à ce niveau-là, d'exister. Puis pour la collection, ben là, je reviens, puis je sais que c'est pas pour ça, mais on a parlé aux élire. Aux élire, ce qui arrive, c'est que oui, tu as c'est même pas un résumé, tu as un début d'aventure et après, il faut que tu lises quand même l'autre histoire pour avoir. Fait que ça, en adaptation scolaire, nous, on les a perdus, les élèves, dans cette collection-là, parce que là, il fallait qu'ils lisent les deux parties pour comprendre l'histoire. Fait que là, ça le trouvait que c'était trop long. Fait que là, on perdait des lecteurs à ce niveau-là. Mais pour la francisation, ça semble vouloir fonctionner un peu plus. Mais oui, c'est des idées qu'on essaie de construire. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas un monde parfait. Mais le fait d'échanger ensemble, on peut peut-être réussir à créer un jour un outil par excellence là, pour ce niveau-là. Fait que sur ça, je vous laisse continuer. Ben, merci Pierre-Luc, ça vaut la peine de le mentionner aussi, ces informations-là, puis que les informations aussi, nous, bien sûr, on les transmet au milieu. On continue à le faire de notre côté pour permettre que cette information-là se rende, puis on espère qu'effectivement, ça va donner des pistes. Je pense que tu auras des pistes aussi d'ouvrages dans les prochaines présentations de la journée. Nadine, là, cette fois-ci, je vais te laisser vaquer à tes occupations. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce matin. J'étais ravie que tu sois là. Et puis, on se reparle bientôt. Puis, comme je le disais, j'enverrai tes coordonnées à nos participants. Super, merci. Bonne fin de journée. Merci. À toi aussi. Bye. Alors, comme nous allons, la conversation nous a naturellement amené à aller vers les livres un peu plus vieux, mais avant vraiment de plonger dans les livres pour les plus vieux, il nous reste encore environ 45-40 minutes avec cette présentation-là. On aura le temps de voir on aura le temps de voir un peu d'albums puis un peu d'autres ouvrages. Mais j'aimerais vous montrer les ressources qui sont mises à votre disposition, là où vous allez pouvoir aller chercher l'information. Alors, tout d'abord, je vais glisser dans la discussion. Je l'ai mis tout à l'heure, mais je vais le remettre. C'est le lien Drive, Google Drive, qui vous permet d'avoir accès à tous les documents qui seront partagés aujourd'hui. Et je vous invite aussi à aller revoir le Google Drive demain parce que ça se peut qu'en cours de journée, on se parle de quelque chose puis que j'aille ajouter une information là-dessus. Donc, allez voir là, pour être sûr que vous avez tout téléchargé. Alors, sur le Drive, vous allez trouver plusieurs informations différentes, notamment les bibliographies de la journée. Et je vais quand même vous montrer la bibliographie à l'écran pour que vous puissiez voir là, ce à quoi vous avez accès. C'est un document que nous, on est toujours en train d'améliorer nos bibliographies. On essaie d'avoir toujours des bibliographies plus adaptées. Et là, je n'arrive pas à partager mon écran parce que je parle en même temps. Alors, voici la bibliographie que vous allez trouver dans ce cas-ci pour les éditions là, Héritage, le groupe Héritage. À la première ligne, vous avez un lien que je vais vous amener voir tout à l'heure qui va être super important. Vous avez plein d'affaires gratuites à aller commander sur ce lien-là. Donc, rappelez-vous que ce lien est fort important. Ensuite, vous avez la liste des livres. Je les ai classés premièrement, le chemin de lecture, niveau 1, 2, 3 jusqu'à 8. Là, je vous ai mis un exemple de livre par niveau, juste pour que vous ayez un aperçu. Chacun des livres, en cliquant sur le titre, vous allez avoir accès à la page sur leslibraires.ca. Vous avez le ISBN et vous avez le code barre ici qui est disponible. Dans certaines bibliographies qu'on fait chez Pouce Carré, vous allez aussi avoir une colonne. Dans ce cas-ci, il n'y en avait pas, mais vous allez aussi avoir une colonne avec les fiches et les activités pédagogiques existantes. Donc, vous allez pouvoir cliquer s'il existe des fiches et des activités pédagogiques en lien avec les livres que vous consultez. Ensuite, j'ai mis par collection, donc Frisson, je vous ai mis des albums, de la poésie, et la collection Enquête, puis quelques romans hors catégorie. C'est de ce roman Chien de rue que je parlais il y a quelques instants, qui est un roman là, en 10 épisodes pour vraiment les adolescents. Donc, vous allez avoir à la fin des documentaires. Voici pour la bibliographie. Le lien qui était en haut de la bibliographie, ça va vous mener vers une page Internet que je vais vous montrer ici. Alors, cette page-là, vous voyez le chemin de lecture en français et en anglais. Donc, l'explication du chemin de lecture est disponible aussi en anglais. Ça, c'est le document que je vous ai montré à l'écran tout à l'heure. L'évaluation, donc avec une page de texte par niveau, vous l'avez ici. Vous pouvez commander, c'est gratuit, commander des autocollants. Donc, pour les niveaux de lecture, je veux 50 autocollants niveau 1, 50 autocollants niveau 2. Vous pouvez commander des autocollants.
pouvez commander des signets aussi pour mettre dans les livres en fonction des niveaux de lecture. Et à la fin, vous avez, et ça c'est vraiment important, vous avez tous les livres publiés qui ont fait partie du chemin de lecture avec leur niveau. Donc, vous avez à la droite le niveau qui a été déterminé. Et vous avez chacun des éléments s'il a été jugé comme étant complexe ou simple. Parce que, bien sûr, un texte d'un niveau 3, par exemple, dans certains milieux, vous allez vouloir un texte de niveau 3 avec un vocabulaire simple. Dans d'autres niveaux, vous allez vouloir le texte de niveau 3 avec un vocabulaire complexe. Si, par exemple, pour vos élèves, l'enjeu est dans la compréhension de la langue et non pas, par exemple, dans une difficulté d'apprentissage, d'avoir une illustration qui ne correspond pas spécifiquement au texte, peut-être que ce n'est pas grave pour vous parce que les élèves sont rendus assez loin dans leur processus pour comprendre que le rapport texte-image n'est pas toujours en résonance, qui peut être aussi en dissonance. Donc, comme ça va vous permettre de choisir vraiment les livres en fonction de chacun des critères. Alors, c'est un certain temps d'adaptation pour comprendre tous ces livres-là, mais ce qui peut être intéressant, c'est que lorsque vous choisissez un livre, bien, vous allez pouvoir aller vérifier, moi, j'ai un élève qui adore le baseball, mais foot baseball, c'est un niveau 5 parce que les phrases sont complexes, mais le vocabulaire est quand même simple. Donc, on va avoir un vocabulaire assez accessible. Dans toujours cette page-là, vous allez aussi avoir les bons de commande. Alors, aux éditions Héritage, on a créé plusieurs bons de commande, notamment un en lien avec le chemin de lecture où vous avez les livres qui sont classés par niveau 1, niveau 2 jusqu'à 8. Alors, comme ça, vous pouvez aller vérifier, moi, je voudrais tous les livres de niveau 2, vous pouvez les commander. Pour envoyer le bon de commande, vous pouvez l'envoyer, en fait, les coordonnées ne sont pas indiquées en ce moment sur le site, mais si vous me l'envoyez, je vais le faire parvenir sans problème. Et puis, je ne l'avais pas inscrit, mais j'ajouterai dans ma bibliographie une adresse de courriel direct chez Héritage où vous pouvez l'envoyer, mais je peux servir de courroie de transmission avec plaisir pour ça. Alors, voici pour ce qui est du chemin de lecture. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez des questions, des commentaires, des interrogations sur le chemin de lecture, sur ce qu'on a vu jusqu'ici? En attendant de voir si vous avez des questions, ce que je pourrais peut-être faire quand même, qu'on n'a pas eu le temps de faire tout à l'heure, c'est de vous montrer, je vais vous montrer, disons, un niveau 1 puis un niveau 6 là, pour que vous voyez un peu, ou un niveau 5 même, pour que vous voyez la différence entre les deux. Donc, dans le niveau 1 ici, vous avez un texte qui s'appelle Le Bisou de Catherine Goldschmidt, illustré par Audrey Jadot. Et on a vraiment, je vous dirais, moins dans l'histoire, presque dans le documentaire sur le bisou. Le bisou, je frotte le bout de mon nez contre ton nez. Le bisou flocon. C'est le bisou de ce matin, ça. Hein? Le bisou cocotte. Je donne des petits bisous comme une poule qui picore. Le bisou vent. Je souffle doucement sur ta peau. Et vous avez comme ça une série de bisous. Si je vous montre un niveau 5, là, on est vraiment dans un mini-roman. Ici, j'ai un ouvrage qui s'appelle Olivier et Magali. C'est de Stéphanie Gervais. C'est un roman dont tu es le héros. Donc, on a un niveau de complexité. Hein, quand il faut choisir la prochaine page où on va se rendre, ça ajoute quand même un niveau de complexité. Et on est dans un texte suivi, un roman. J'ai choisi celui-ci parce que demain, c'est l'Halloween, mais la première chose qu'on va savoir, c'est qu'après-demain, c'est Noël. D'ailleurs, si vous allez dans les magasins, ils commencent déjà à avoir les affaires de Noël qui sont affichées. Alors, c'est un roman dont tu es le héros et Olivier et Magali, qui sont des personnages récurrents qui reviennent dans plusieurs livres de Stéphanie Gervais, doivent retrouver le Père Noël dans une forêt enchantée. Donc, on va voir d'étape en étape si ils ont pris le bon chemin pour aller trouver le Père Noël. Puis, ces romans-là, quand on parle de nos jeunes qui sont en lecture autonome, c'est une information que je vous donnais au début de la rencontre. On disait, ce sont des élèves, les élèves vont pouvoir choisir des livres qu'ils sont capables de lire de façon autonome. Ça veut dire que eux seuls, en lecture dans leur tête, donc sans avoir à lire à voix haute, c'est les livres qui seraient capables de lire et de comprendre. Donc, comprendre l'histoire, puis être capable d'en faire le résumé.
Mais ça ne vous empêche pas, moi, Olivier Magali, niveau 5, quand ma fille ne savait pas encore lire, quand elle était à la fin de la maternelle, au début de la première année, moi, je lui en ai fait la lecture, puis ensemble, on a essayé de trouver où le Père Noël était caché. Ça n'empêche pas d'utiliser ces livres-là avec les plus petits. Donc, on a eu une question qui est apparue dans la conversation. Avez-vous des bandes dessinées à proposer pour des 12 ans environ? Dans le corpus qu'on représente en ce moment, Héritage, on n'a pas nécessairement de bandes dessinées qui sont proposées. Aujourd'hui, j'aurais un petit peu de bande dessinée en après-midi, mais ce n'est pas ce qu'on a comme corpus aujourd'hui. Par contre, sachez que ce serait tout à fait possible de vous offrir une présentation spécifique à la bande dessinée. Comme je l'ai mentionné au début de la présentation, les animations qu'on donne, comme aujourd'hui, vous pouvez les commander pour votre milieu, puis vous pouvez nous demander une journée spécifique bande dessinée. Puis là, nous, on arrive avec différentes maisons, puis on vous en présente. Ça va être encore plus adapté vraiment au niveau de lecture, à l'âge que vous cherchez. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour ça, ça me ferait vraiment plaisir. On avait commencé donc. Avez-vous d'autres questions sur le chemin de lecture? Ça va? Je vais vous faire un petit quiz avant de passer à la prochaine étape. Savez-vous, quand on parle de lecture autonome, quel est le pourcentage de mots que les élèves doivent comprendre, qu'ils sont capables de décoder et de comprendre avant de lire le texte pour pouvoir dire qu'ils sont en lecture autonome? Donc, je vais reposer ma question. Il me semble que cette question n'était pas claire. Je ne sais pas si vous avez compris tous les mots de ma question, mais je pense que la structure n'était pas très claire. Donc, pour qu'un élève soit capable de lire un texte de façon autonome, quel pourcentage des mots doit-il être en mesure de déchiffrer, décoder et de comprendre, selon vous? Si vous voulez, vous pouvez ouvrir vos micros, vous pouvez prendre la petite main ou écrire dans la conversation. Alors, on a 50, 80. The price is right. Il ne faut pas dépasser, mais il ne faut pas être trop loin. 50%, 80%, 92, 70. On a une dernière réponse? Quelqu'un qui répète un autre 80 ou un autre 60, 85. Alors, notre gagnante à The Price is Right, c'est Renée Boily. Félicitations, vous gagnez la reconnaissance. Donc, effectivement, les élèves, selon Brigitte Thérien qui nous a donné cette présentation à nous pour être capable de vous présenter le chemin de lecture, les élèves doivent être en mesure de comprendre à peu près 95% des mots, de les décoder et de les comprendre en contexte pour être capable de lire de façon autonome. Ça veut dire d'être seul, lire à voix basse sans avoir à le répéter. Et puis, je demandais, quand on a eu cette formation-là, ça m'avait un peu fascinée parce que je me posais cette question-là, je me disais, mais moi, ma fille qui est toujours en deuxième année, depuis le début de la journée, elle n'a pas changé d'année. Ma fille qui est en deuxième année, qui est une bonne lectrice par ailleurs, qui va lire des peurs bleues en ce moment, des frousses vertes en ce moment. Ça va bien la lecture. En ce moment, ce qu'on fait avec elle, c'est le soir, on s'assoit et on lui lit Harry Potter. Mais ma fille, je ne serais pas capable de lui faire lire Harry Potter. Elle ne pourrait pas s'asseoir toute seule et lire Harry Potter, puis se rendre jusqu'à la fin, puis avoir tout compris. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle ne peut pas le lire seule, mais que lorsque moi, je lui lis, elle le comprend? Parce que c'est les mêmes mots. Alors, le pourcentage de mots compris, qu'est-ce qui fait qu'elle comprend quand c'est moi qui le lis? Et Brigitte nous a répondu cette réponse qui est assez logique, mais qu'il faut la savoir quand même. Bien, c'est que quand l'enfant dépense tant d'énergie à décoder le texte, qui est encore dans l'étape du décodage, morceau par morceau pour comprendre chacun des mots, il ne reste plus d'énergie pour comprendre les mots dans leur contexte, pour comprendre les phrases, pour comprendre les ellipses, pour comprendre les émotions, pour comprendre la complexité des personnages. Alors que quand nous, en lecture à voix haute, on fait le travail de décoder pour eux les mots, bien, il leur reste la disponibilité d'esprit et l'énergie pour comprendre le reste du contexte. Alors, ça m'amène à vous ramener aussi à cette idée de la lecture à voix haute, pour faire progresser les élèves, leur lire à voix haute et parfois aussi leur lire à voix haute en leur permettant de suivre le texte avec leurs yeux. Ça peut être vraiment des outils qui vont être très, très intéressants pour travailler la compréhension du vocabulaire et la fluidité en lecture. Puis ça, je dirais que, puis je pense à Pierre-Luc dans les questions qu'il nous a posées jusqu'ici, je dirais que malheureusement,
c'est quelque chose qu'on n'a pas le temps ou l'occasion de faire avec les plus vieux, la lecture à voix haute. Mais tant et aussi longtemps qu'on pourrait continuer à leur lire à voix haute, je pense qu'on aurait aussi la possibilité des fois d'avoir des textes un peu plus avancés et il y aurait une part de la compréhension qui pourrait être plus grande qu'en lecture individuelle à soi. Alors, je vais poursuivre avec les autres ouvrages que j'avais préparés pour vous aujourd'hui. Je vous ai parlé donc du chemin de lecture et maintenant, je vais vous parler des autres maisons du groupe Héritage. Frisson, on a eu l'occasion de l'aborder. Je vais terminer la présentation Frisson. Comme je vous l'ai expliqué, Frisson étant devenu une maison d'édition, on a pu décliner le nom avec les Froussettes, les petites frousses, les frousses. Vertes, les peurs bleues, les terreurs rouges et les frissons extrêmes. Si je vous montre, par exemple, ici, là, un frisson extrême, chasse bestiale, on est vraiment dans un roman de longue haleine. Là. On est dans un gros roman assez traditionnel. Là. Mais une information qu'on n'a pas eu l'occasion de mentionner tout à l'heure, c'est l'importance de ces ouvrages-là, à mon sens, en ce qui concerne la lecture en série. C'est-à-dire que les frissons, là, ils sont vraiment, au niveau éditorial, là, ils sont créés selon une grille très précise. Hein. Le directeur de collection, Thomas Campbell, est sévère sur sa grille éditoriale. Ça prend tant de chapitres de telle longueur par chapitre, une fin avec une accroche pour amener au chapitre suivant, un certain nombre de mots au total. Il y a énormément de critères de création pour cette collection-là. J'ai un ancien collègue, Pierre-Alexandre Bonin, qui a publié dans ces collections-là également quelques ouvrages, qui m'avait dit il y a quelques années, il avait écrit son premier frisson, puis il m'avait dit « C'est un des livres les plus durs que j'ai eu à écrire parce qu'il y a tellement de critères. » Mais ces critères-là à mon sens, font en sorte d'accompagner les jeunes pour travailler la fluidité en lecture parce que la structure étant récurrente, il y a un contexte rassurant qui va accompagner les jeunes. Je vous disais tantôt, quand il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée à comprendre, ben, il reste moins d'énergie pour le reste. Mais quand la structure récurrente, elle est toujours là, puis elle est toujours la même, ben, cette énergie-là, dépensée finalement à se demander est-ce que je vais me rendre jusqu'à la fin? Parce que là, on sait qu'il va y avoir le même nombre de chapitres. La dernière fois qu'on en a lu un, on s'est rendu jusqu'à la fin. Il y a un côté qui est rassurant dans cette structure-là. Bien, ça va faire que les jeunes vont vouloir lire en série. Puis éventuellement, vont vouloir tous les lire. Puis il y en a des fois des adultes qui disent ben là, moi, les jeunes, ils lisent juste des frissons. Là. Comment je fais pour leur faire lire d'autres choses? Non, non, ils lisent des frissons. Laissez-les lire tous les frissons. Un jour, ils vont lire d'autres choses. Ils vont juste les avoir lus, puis ils vont passer à d'autres choses. Mais s'ils sont en train de lire en série, ils sont en train de lire, puis ils sont en train de travailler quelque chose dans leur compréhension de la lecture, sont en train sûrement de travailler la fluidité en lecture et ils sont probablement capables de lire de plus en plus vite. Donc, à mon sens, les séries de livres comme ça, avec des fois des formules un peu répétitives, on peut penser à la grande popularité, par exemple, de la collection Tabou aux éditions de Mortagne, où les jeunes vont lire ces livres-là en série parce qu'on a des thématiques punchées avec une forme qui est souvent la même dans les ouvrages ou semblable, à tout le moins. Bien, laissez-les lire en série. Ils vont passer à la prochaine série une fois qu'ils vont avoir épuisé ce qu'il y avait à faire. J'ai encore ma tablette de chair de poule. Je les ai lus en série pendant 6 mois de ma vie. J'ai rien lu d'autre que des chairs de poule. Mais à un moment donné, ben, je suis passée à d'autres choses parce que j'avais épuisé tout ce que j'avais à trouver dans cette série-là. Donc, Frisson, vous avez pour tous les âges. Il y a même de l'album qui existe chez Frisson. Ici, c'était le premier album qui est sorti de François Gravel, David et le salon funéraire. C'était un petit roman qui avait été publié par François Gravel et qui a été repris pour être illustré par Fabrice Boulanger. Et vous voyez, c'est la collection Mes premiers frissons. Et la peur ici, ben, c'est la peur du salon funéraire. Aller voir l'arrière-grand-mère décédée. On imagine de quoi elle va avoir l'air si elle est exposée dans son cercueil. Regardez les pages de garde. T'sais, déjà, ça nous donne un peu le ton hein, de ce que le petit garçon imagine. Et évidemment, ben, on va se rendre compte qu'aller au salon funéraire, malgré que ce soit un événement très impressionnant pour un enfant, mais c'est pas si épeurant que ça. Regardez comment il l'imagine en train de lire son livre dans son cercueil, sa pauvre grand-mère, sa pauvre arrière-grand-mère. Et finalement, ben, quand il arrive au salon funéraire, il va se rendre
jusqu'au cercueil de sa grand-mère, hein, qui est très impressionnant. Il nous raconte aussi, David, comment il se faufile entre les jambes des grandes personnes qui rient, même si c'est supposé d'être triste. Et il va se rendre compte que sa grand-mère, finalement, elle est paisible, puis ils vont l'accompagner jusqu'à son dernier repos. Alors, voici pour la collection Frisson. Aux éditions, dans le groupe des éditions Héritage, comme je vous disais, il y a aussi la maison d'édition Héritage. Et dans la maison d'édition Héritage, vous allez avoir plusieurs collections, notamment la collection unique. La collection unique que je vous montre un exemplaire ici. C'est le premier livre de cette collection qui a été publié, Comme un ouragan de Jonathan Bécotte. Maintenant, on a, je vous dirais, à peu près une dizaine d'ouvrages là, qui ont été publiés dans cette collection-là. Vous avez une formule un peu récurrente. On est dans la poésie avec la collection unique. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait, nombreux à avoir appris à l'école que la poésie, c'était compliqué, puis qu'on n'allait rien comprendre, puis qu'il fallait avoir peur de la poésie. Je ne sais pas, est-ce que je suis la seule à avoir eu cette impression-là un jour dans ma vie que... Parce que puis moi, j'ai des profs qui m'ont dit « Ah, moi, j'enseigne pas ça de la poésie, je ne sais pas comment faire pour enseigner la poésie. » Eh bien, la poésie jeunesse, je vais vous parler de la poésie jeunesse, notamment celle que vous avez aux éditions uniques, elle est souvent faite pour être très accessible. Alors, on a une participante ici qui nous dit « Moi, j'ai toujours aimé la poésie. » Ben, je vous comprends, moi aussi, j'aime ça de la poésie. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où, en tout cas, il y a plusieurs personnes qui ont l'impression que la poésie, ça va être compliqué, ça va être compliqué à enseigner, les élèves ne comprendront pas, ça va être nébuleux avec des phrases mystérieuses. Mais la poésie jeunesse qu'on a au Québec, il y a vraiment un effort, je pense, de la part, ou un plaisir de la part des créateurs d'en faire une poésie qui est narrative et souvent limpide. C'est-à-dire qu'on va nous raconter une histoire, mais en prenant ce genre littéraire plein de liberté pour aller au plus vif du sujet. Et c'est pour ça, pour répondre aussi à l'interrogation de Pierre-Luc tout à l'heure, que je trouve que dans plusieurs cas, la poésie, elle peut être vraiment un bel accompagnement pour les jeunes qui sont en apprentissage de la langue parce qu'on n'est pas nécessairement dans une panoplie d'images évocatrices, on est dans un texte qui est concret et qui nous amène au plus vif de l'émotion. La collection unique, vous avez donc une poésie qui ne va pas respecter les codes là, classiques de la poésie. On est dans une forme éclatée. On est aussi dans une mise en page. Alors, la mise en page, elle est faite par Dorian Danielson. Et cette mise en page-là, elle est très originale. Et généralement, la caractéristique principale, c'est qu'elle va évoquer l'émotion. Donc, la mise en page est faite pour évoquer ou transmettre l'émotion qui est représentée par le texte. Alors, on n'a pas une illustration pour accompagner le texte comme dans l'album jeunesse, mais on a une typographie et une mise en page qui accompagnent quand même la compréhension. Dans cette collection-là, vous avez ici Comme un ouragan qui raconte le coming out donc d'un jeune garçon. Vous avez, je vais aller les prendre, je les ai laissés dans ma bibliothèque. C'est un classique, il faut que je m'éloigne de l'écran au moins une fois par présentation pour aller chercher quelque chose. Vous en avez vraiment une grande variété. La voix de la nature de Gabrielle Bouliane-Tremblay qui parle de l'identité de genre. Vous avez La balance du vide de Julien Leclerc qui parle de l'anorexie chez les garçons. Vous avez plus récemment Le cycle du silence de Stéphanie Boyer qui parle des menstruations qui arrivent tardivement dans la vie d'une jeune fille. Pour les plus jeunes, j'ai même vu des professeurs en 5e année mettre à l'étude Ma vie version éparpillée qui va parler de la séparation. Et tout récemment est paru La couleur de ma différence. Je vais vous le montrer au moins pour que vous puissiez avoir, je ne l'ai pas sous la main, celui-ci, mais je vais au moins vous le montrer sur le libraire là, pour que vous puissiez voir la couverture et le reconnaître. Et ils veulent que j'accepte les cookies, ça ne sera pas long. Alors, je vais partager mon écran. Pendant ce temps-là,
je vois qu'il y a eu des commentaires. Alors, oui, la porte d'entrée de Prévert pour entrer dans la poésie, c'est vrai que c'est une belle porte d'entrée. Alors ici, la couleur de ma différence, vous allez pouvoir le voir, de Mec-Noël Alexis, qui va parler de toutes les agressions et micro-agressions vécues par un garçon noir dans une grande ville qu'on peut imaginer être Montréal ou une autre ville. Donc, tout le racisme dont sont victimes plusieurs personnes. Souvent, plusieurs de ces ouvrages-là commencent au réveil le matin. Donc, il y en a plusieurs qui ont cette formule-là de commencer le matin, puis on va accompagner les jeunes dans leur journée. Il y a un livre de la collection qui a été fait en version audio, et c'est le premier, Comme un ouragan. Moi, je suis militante pour que tous les livres soient faits en audio, à tout le moins dans cette collection-là. Pour l'instant, il y en a un. Tous les livres des éditions Héritage, Dominique et compagnie, Enquête, Frisson sont disponibles en numérique, à tout le moins. Mais on a un ouvrage qui est disponible en audio. On va le trouver sur le site Audible. Je vais vous faire écouter un extrait. Encore une fois, cette fois-ci avec le son. Est-ce que je l'ai... Est-ce que j'ai fermé ma fenêtre? Ah, ça, c'est plate. J'avais tout trouvé mon lien. Je vais m'assurer que je peux vous le faire écouter. Ah, voilà. OK, je l'ai retrouvé. On a beaucoup de fenêtres et un petit écran. C'est ce que ça donne. Alors, partager, on va aller ici. Et voilà. Alors, je vais vous faire écouter un extrait. Ma grand-mère avait l'habitude de dire que quand le vent fait tourner les feuilles, le temps va changer. J'ai l'impression que bientôt, mon souffle fera pencher tous les arbres. C'est difficile de garder un secret. Je n'ai jamais été bon pour ça. Surtout quand c'est un secret aussi bruyant que celui qui gronde dans mon ventre. Alors, je vais m'arrêter ici. C'est une narration qui a été faite par Antoine Charbonneau de Mers. Et là, je vais vous montrer les pages que je vous ai fait écouter au niveau de la typographie. Alors, ici, on était sur une page complètement noire. Puis, regardez, le mot « changer » est indiqué. Puis, on a entendu dans la narration, tantôt, il disait « changer ». Il y avait un son qui était différent dans la narration. Vous avez peut-être remarqué aussi que tous les arbres avaient été appuyés. Bien, il est en italique. Vous avez peut-être remarqué que secret était chuchoté. Si vous regardez bien ici, secret est écrit plus pâle, avec une graisse plus pâle, mais bruyant est écrit plus gros. Alors, on a vraiment un souci dans la version audio de représenter la mise en page. Alors, on a vraiment voulu que cette mise en page particulière-là, qui donne beaucoup d'indications sur les émotions qui sont transmises, soit présente dans la narration. Alors, j'imagine que vous me voyez venir vraiment vite avec ce que j'ai envie de vous proposer de faire, mais c'est quand vous avez la chance d'avoir la collection en bibliothèque, que vous avez la version audio de Comme un ouragan, bien, vous faites écouter la version audio et faites lire Comme un ouragan aux élèves. Donc, ils vont pouvoir voir tout ce travail-là qui a été fait au niveau de la version audio pour représenter la mise en page. Puis après ça, bien, chacun choisit un texte qui l'intéresse avec une thématique qui le touche particulièrement, puis vous les amenez à faire une version audio de ce texte-là. Ça peut être une dizaine de pages. Ils peuvent choisir un extrait et en faire leur propre balado, leur propre version audio avec cet extrait-là qui a été travaillé en fonction des thématiques et de la mise en page. Et là, vous allez pouvoir avoir un engagement intéressant de la part de plusieurs de vos élèves. Donc, je pense vraiment que cette collection-là, unique, c'est une collection qui peut être une très bonne porte d'entrée pour les élèves. Et il nous reste là à peu près une dizaine de minutes et j'aimerais vous présenter aussi la maison d'édition Enquête. Donc, toujours avec une thématique, une maison d'édition. Tantôt, Frisson, c'était l'horreur. Bien là, la thématique de la maison d'édition qui s'appelle Enquête, je vous laisse deviner. C'est l'enquête. Alors, donc, des histoires qui nous racontent des enquêtes. Vous allez avoir
de l'album. On commence avec les premières enquêtes. Ici, on a Échalote Marmotte Détective, Mission 11 rue Tabaga de Émilie Demers et Blanche Louis Michaud. Donc, vous voyez, le nom de la maison d'édition ici, c'est Enquête. Et ben, c'est l'histoire d'une marmotte détective. Franchement, nous, on comprend qu'elle n'est pas très bonne, cette marmotte détective-là, mais elle pense qu'elle est la plus grande détective de l'univers. Pour pouvoir savoir qui a volé les framboises, il faut qu'elle en mange la moitié pour savoir exactement si c'est une framboise. Donc, il y a toutes sortes de jeux de mots comme ça qui vont travailler beaucoup l'intelligence et la compréhension des enfants, qui, eux, vont voir que la marmotte n'est pas si bonne que ça. Et ben, elle va mener son enquête pour savoir qui a volé les légumes dans un jardin. Alors, on est vraiment dans les premières enquêtes. On va arriver encore. Alors, vous voyez, on vous accompagne toujours dans ces 4 maisons d'édition-là. On accompagne le lecteur vers les lectures les plus complexes. Vous allez avoir ensuite des mini-romans. Ici, j'ai Fred Poulet, Enquête sur un microbe. Carole Tremblay, qui offre toujours des ouvrages savoureux, amusants. Alors, Fred Poulet tombe malade. Il arrive un matin, impossible d'aller à l'école, et il veut savoir qui lui a refilé ce méchant virus. L'histoire, elle est rythmée par les minutes de la journée. Alors, vous pouvez voir, on a toujours le minutage comme ça. Donc, à 9h08, j'apprends de source sûre que le patron abandonne les recherches d'une gardienne. Ça, c'est son père. 9h10, papa téléphone finalement au journal pour annoncer qu'il va travailler à la maison. Après tout, il peut faire des entrevues par téléphone et envoyer son texte par courriel. 9h11, papa monte à ma chambre pour m'annoncer qu'il va rester avec moi, comme si je ne le savais pas déjà. Sur un plateau, il m'apporte les 3/4 du contenu de la pharmacie. Du sirop contre la toux, de l'aspirine, des gouttes pour le nez, une grosse boîte de mouchoirs, des pastilles pour la gorge, un tube de dentifrice. Et parfois, papa est parfois distrait. Alors, vous avez comme ça l'accompagnement toujours dans l'enquête. On va continuer à grandir avec nos lecteurs en leur proposant, par exemple, ici de Roxane Turcotte, L'affaire Pyjama. Alors ici, on a un ouvrage où 2 personnages, Millie et Coco, enquêtent sur des disparitions d'animaux dans leur quartier. C'est la série SOS Animaux. Ils enquêtent sur la disparition des animaux dans leur quartier avec leurs 2 animaux de compagnie, un perroquet et une tortue, qui vont les aider à résoudre les enquêtes. Et celui-ci, vous avez des missions qui sont intercalées au fil du récit. Et ces missions-là, les jeunes peuvent les résoudre. Ce qui est amusant de ces missions, c'est que si les jeunes, ça ne les intéresse pas trop de résoudre les missions, ils peuvent quand même lire l'histoire sans avoir à résoudre les missions. Parce que on peut aimer les romans d'enquête sans avoir envie soi-même d'être un enquêteur. Il y a des lecteurs qui vont avoir le goût de faire les enquêtes puis de les résoudre eux-mêmes, puis il y en a d'autres qui ce n'est pas leur tasse de thé. Mais la résolution de ces enquêtes-là n'est pas une condition à réussir à avancer dans le récit. Donc, on peut les laisser tomber, aller voir il y a même un solutionnaire à la fin, puis continuer à lire. On continue à grandir avec nos lecteurs avec l'Académie Code Secret. Ici, on a Disparition à Saint-Glinglin des Mystères. Encore une fois, celui-ci, c'est de Karine Lambert. Encore une fois, avec des enquêtes, des anagrammes, on va avoir des messages secrets indiqués sur des voûtes. On demande aux jeunes de résoudre les enquêtes. S'ils ne souhaitent pas les résoudre, l'histoire est quand même compréhensible. Chacun des chapitres commence avec un texte en langage crypté. On va avoir la clé de ce langage-là un peu plus loin dans le récit. Donc, on va pouvoir, après ça, aller vérifier si on avait eu la bonne réponse pour chacun des chapitres. On est dans un texte quand même assez aéré. C'est une histoire, celle-ci, qui va faire plaisir à ceux qui aiment l'univers un peu Harry Potter, dont on a parlé plus tôt, hein, vous savez, des élus choisis pour aller dans une école spéciale, qui se retrouvent dans une école où il arrive toutes sortes de choses mystérieuses et qui doivent mener l'enquête. Alors, dans ce cas-ci, c'est 3 enfants qui ont toujours été très, très bons dans les jeux vidéo, les énigmes, etc., qui sont choisis pour devenir, pour se rendre dans une école pour devenir des enquêteurs professionnels. Alors, on va les suivre, puis le directeur de l'école se fait kidnapper, puis ils doivent réussir à trouver qui a kidnappé le directeur. On vieillit, toujours en vieillissant.
Ici, on a peut-être pour Pierre-Luc là, qui nous posait une question tout à l'heure, je trouve qu'à la recherche d'Alex P. de Carole Dion pourrait être un texte intéressant. C'est un texte quand même assez long, mais avec une mise en page qui n'est pas si serrée que ça, qui reste quand même assez aérée. On nous indique à Lando que c'est un ouvrage de 10 ans et plus au niveau de la langue, mais au niveau de la thématique, moi, je le trouve plus vieux. C'est l'histoire d'un garçon, en fait, 3 amis, Thomas, Maude et Hugo. Ils ont découvert une petite capsule avec un message à l'intérieur sur le bord de l'eau qui dit « Sauvez-moi », c'est signé Alex P. Donc, on est à la recherche d'Alex P. Et ils savent que cette capsule vient des îles de la Madeleine. Ils vont décider un été, ils convaincent leurs parents de pouvoir partir tous les 3 seuls aux îles de la Madeleine. Donc, vous voyez pourquoi, à mon avis, c'est un peu plus vieux. C'est des adolescents qui sont assez vieux pour que leurs parents leur permettent de partir en vacances tout seuls. Ils ne sont pas tout seuls dans la mesure où ils s'en vont dans la maison du voisin des parents d'un des 3. Donc, c'est comme ils vont être supervisés par le voisin pendant qu'ils sont là-bas. Mais finalement, le voisin, il s'en va aux îles de la Madeleine faire le gros party, puis les enfants sont même plus raisonnables que lui, fait que c'est pas vraiment une présence parentale importante. Ils sont laissés pas mal à eux-mêmes. Et il y en a un qui disparaît, un des 3 jeunes qui disparaît, et les 2 autres vont essayer de le retrouver. On comprend qu'il est disparu dans sa quête pour trouver qui est Alex P. Alors, c'est un ouvrage qui est très intéressant, qui est haletant. On veut savoir ce qui va se passer. Il y a des adjuvants, il y a des méchants. On se demande s'ils vont avoir maltraité pas Alex P., mais Thomas qui disparaît. Alors, c'est vraiment un roman qui permet aussi de découvrir les îles de la Madeleine. Puis la collection GPS, vous allez avoir des ouvrages qui se passent dans différentes régions du Québec. Et pour conclure cette présentation autour de Enquête, un ouvrage, encore une fois, à mon sens, qui peut couvrir plusieurs groupes d'âge à partir, je dirais, de 9-10 ans là, jusqu'à facilement 12-14 ans. C'est un ouvrage d'Annie Richard qui s'appelle La dépoussiéreuse de crime. Ici, j'ai sous la main Les fantômes du passé, mais si vous m'avez déjà vu présenter ce livre-là dans une autre présentation, on a 2 nouveautés qui ont été publiées jusqu'à date. Donc, il y en a maintenant 3 dans la collection. La dépoussiéreuse de crime était le premier. Les fantômes du passé était le premier. Mais il y a eu depuis Secrets enfouis, donc sur des objets trésors qui auraient été enfouis un peu partout sur le territoire, et apparition d'OVNI. Donc, des apparitions des manifestations extraterrestres. Qu'est-ce que c'est la dépoussiéreuse de crime? Bien, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui êtes amateurs de true crime, donc toutes ces balados, émissions, etc., qui parlent de crimes réels et résolus. Moi, je suis une immense consommatrice de balados. Immense consommatrice de balado, en plus sur des meurtres irrésolus, des affaires comme ça. Et j'écoutais un balado que j'aime beaucoup qui s'appelle Captive, ça fait une couple d'années déjà. J'écoutais ce balado-là qui raconte des crimes irrésolus, personnes disparues, etc. Et les filles de Captive invitent une autre que je ne connaissais pas, mais qui était très connue dans l'univers du balado True Crime. Elles invitent Annie Richard à parler à leur émission. Et là, je me rends compte qu'Annie Richard, la dépoussiéreuse de crime, a son propre balado. Elle a un balado qui s'appelle Rétrocrime, si je me souviens bien. Et bon, je me mets à trouver ça intéressant. Et tout à coup, je vois qu'elle a publié des livres pour adultes et je vois qu'elle a publié des livres jeunesse. Donc, cette femme-là travaillait dans le milieu scolaire. Elle avait une passion, je pense qu'elle était comme orthopédagogue, si mon souvenir est bon. Elle avait une passion pour la recherche, plus que pour le crime, c'était vraiment pour la recherche d'archives. Puis, à force de s'intéresser à la recherche d'archives, il y a des gens qui ont commencé à lui demander « Peux-tu m'aider à trouver ce qui est arrivé à ma grande-tante? » Puis là, elle faisait des recherches dans les archives, les journaux, les documents légaux, etc. Puis, elle a commencé à aimer ça, puis elle a commencé à trouver ça intéressant. Puis là, tout à coup, elle a décidé de faire son cours pour devenir détective privé. Donc, elle a fait son cours pour devenir détective privé. Puis aujourd'hui, elle ne travaille plus dans le milieu de l'éducation, mais elle travaille pour la police de Montréal à résoudre des enquêtes
avec toutes ces compétences-là qu'elle a acquises. Et dans cet ouvrage-ci, qui est Les fantômes du passé, ben, elle nous raconte l'histoire des lieux les plus hantés du Québec. Et c'est pour ça que je trouve que c'est assez, et les autres ouvrages de la même collection vont aller dans le même sens. Je trouve que c'est assez accessible à tous parce que vous avez un texte par fragment, des petits morceaux de texte, des morceaux d'information. On est dans le texte informatif, parfois des articles de journaux qui sont repris, qui sont retranscrits, des appréciations aussi. Elle va parler de son analyse des ouvrages qu'elle a réussi à lire. Et ça reste une lecture, donc, assez morcelée. Mais n'empêche qu'on parle quand même de lieux hantés, de crimes, de trésors enfouis, d'ovnis. Ça peut intéresser un public avec un âge assez varié. Nous, en lisant comme adultes, on apprend des choses sur, dans ce cas-ci, c'est sur des lieux hantés au Québec. Et à la fin, Annie Richard donne ses stratégies pour faire ses propres recherches et elle nous donne une liste de 10 lieux sur lesquels on pourrait nous-mêmes mener l'enquête. Et évidemment, bien, si vous n'êtes pas au Québec, si vous voulez faire la recherche de lieux au Manitoba ou en Colombie-Britannique, bien, vous pouvez choisir des lieux qui sont reconnus dans votre milieu pour être soi-disant hantés. Puis là, bien, les jeunes peuvent faire leurs recherches pour aller éventuellement colliger l'information et résumer l'information aussi dans un texte écrit, même faire une présentation orale à partir de ça, ça pourrait être très intéressant. J'ai vu pendant que je parlais qu'il y avait un message qui est apparu. Je vais aller voir de quoi il s'agit. Est-ce qu'on trouve les livres dont vous parlez sur Biblius? Ça dépend des ouvrages. Je pense que plusieurs des ouvrages d'héritage peuvent se trouver sur Biblius. Il faudrait vérifier à ce moment-là, par exemple, titre par titre, s'ils sont dans la collection, parce qu'il y a les deux collections, là, que ce soit la collection partagée ou la collection individuelle. Donc, il faudrait aller vérifier pour chacun des titres. Je n'ai pas fait ce travail-là, malheureusement, j'en suis désolée, s'ils sont dans la collection partagée ou si vous pouvez vous les procurer. Mais tous les livres des éditions Héritage étant disponibles en version numérique, je l'ai indiqué dans les bibliographies aussi lorsque c'était le cas ou lorsqu'il y avait des versions audio, il y a des bonnes chances que vous puissiez à tout le moins demander à ce qu'il soit là pour une prochaine occasion.